recherche dans le domaine de la médecine et de la reproduction est engagée depuis de nombreuses années. Elle a abouti à des découvertes révolutionnant la condition humaine, parmi lesquelles la maîtrise du contrôle des naissances. Cette maîtrise a conduit à l'utilisation de moyens tels que les estroprogestatifs et les DIU. Quant à la contraception chimique locale, elle est restée longtemps marginale, mais bénéficie aujourd'hui d'un regain d'intérêt. Le laboratoire Theramex, ayant orienté sa recherche dans les domaines de l'endocrinologie et de la gynécologie, estime important de faire redécouvrir la contraception locale. De toutes les substances utilisables, une molécule a été choisie par Theramex, le chlorure de benzalconium CDB. Agent tensioactif, son mode d'action lui permet d'être simultanément spermicide puissant et antiseptique vaginal, et d'assurer ainsi une contraception locale en toute innocuité. Impliqué par son activité dans toute l'aventure de la reproduction, Theramex a souhaité faire partager cet intérêt en présentant au corps médical l'histoire étonnante du spermatozoïde, de sa naissance à la fécondation. « 5 milliards d'humains sur la Terre. Chacun de ces humains est né de la rencontre d'une cellule reproductrice femelle, l'ovule, et d'une cellule reproductrice mâle, le spermatozoïde, ici dans la trompe. Mais pour le spermatozoïde élu qui va pénétrer l'ovule, cet événement n'avait qu'une chance infime de se réaliser. Je suis petit, mais je suis important. Je suis un spermatozoïde. Le volume de ma tête est 300 millions de fois plus petit que celui d'une tête d'épingle. Comme tous mes semblables, je suis une cellule, mais attention, une cellule très particulière, la seule conçue exclusivement pour quitter l'organisme où elle est née et en rejoindre un autre. Je n'ai que la moitié des chromosomes des autres cellules, 23 au lieu de 46, mais je porte un chromosome sexuel. Si c'est un chromosome Y, ce sera un garçon, si c'est un X, une fille. Pour aller dans l'autre organisme réaliser cette fécondation, j'ai été lancé avec plusieurs centaines de millions de mes semblables dans un voyage difficile. J'ai vaincu bien des traquenards, échappé à bien des dangers. Je résulte d'un hasard dont je suis le messager. Ce voyage, qui dure de quelques minutes à plusieurs jours, fait parcourir au spermatozoïde tout ce qu'on appelle le tractus génital féminin, le vagin, le col, l'utérus et la trompe, dans l'une desquelles a lieu la fécondation. Mais bien avant ce périple, toute une organisation s'est mise en place pour que je devienne spermatozoïde autonome. Chez le jeune embryon, dans le ventre de sa mère, dès la 7e semaine, il se passe des choses extraordinaires. Une petite partie des cellules s'est amassée pour former les glandes sexuelles. Aucune différence à ce stade entre les futurs testicules et les futurs ovaires. Mais d'autres cellules apparaissent et traversent l'embryon pour venir s'accumuler dans les futurs testicules. Et comme cet embryon est mâle et va devenir un homme, ces cellules, 15 ans plus tard et durant toute sa vie, se transformeront en spermatozoïdes. C'est pas une histoire qu'on vous raconte. On a pu déceler, et ce dès les premiers jours, par des moyens très sophistiqués, cette migration des cellules mères dans les tissus du jeune embryon. Dans le testicule de l'embryon, ces cellules mères vont se fixer à l'intérieur d'un enchevêtrement de tubes où elles attendront l'adolescence. Ce premier voyage embryonnaire a duré un peu plus de 15 jours. À l'adolescence, les tubes séminifères du testicule adulte font des centaines et des centaines de mètres et à l'intérieur de leurs parois s'effectue une production ininterrompue de spermatozoïdes. Je suis au départ une cellule très semblable aux autres, avec un noyau et une matière cellulaire. Le cytoplasme. Mon noyau se transforme, il devient ma tête, à l'avant de laquelle je stocke dès maintenant les outils nécessaires pour entrer dans l'ovule. La majeure partie de ma matière cellulaire est éliminée, et il me pousse un flagelle, instrument de ma locomotion.
Secoués par les mouvements des tubes, les spermatozoïdes, qui étaient fichés par la tête dans la paroi, se détachent et transitent passivement emportés par le courant jusqu'à l'embouchure en haut du testicule, un lieu appelé épididyme. Étonnante usine, programmée dès les premiers jours de la vie de l'embryon pour fabriquer pendant des dizaines d'années des centaines et des centaines de milliards de spermatozoïdes. Je n'ai aucune réserve de nourriture, mais je vais être doté d'une énorme énergie. C'est un véritable moteur qu'il possède. Des batteries, on les appelle mitochondries, des fibres qui forment l'armature du flagelle et des faisceaux de tubules qui, par des mécanismes complexes de friction, provoquent les mouvements du flagelle. Je suis vraiment très complexe, comme le montre cette photo d'un de mes semblables, agrandi 25 000 fois. Voilà donc les spermatozoïdes arrivés dans l'épididyme. Je me suis retrouvé avec une quantité de jeunes spermatozoïdes comme moi. Nous étions inertes, comme paralysés. Nous n'avions pas encore reçu notre source d'énergie. Ils la reçoivent pendant leur descente dans l'épididyme et devenus mobiles, ils remontent les canaux déférents pour s'accumuler dans les réservoirs. Un petit voyage de plus. Mais s'ils sont mobiles, ils ne sont pas encore capables de féconder. À la sortie du testicule, leur tête a été recouverte par une véritable gangue qui les empêche de s'accrocher à toute autre cellule que la dernière qui les attend, l'ovule. Je vous avais dit que j'étais une cellule qui quittait l'organisme où elle était née. Eh bien voilà, c'est en train de se faire. Propulsés dans le vagin avec le liquide séminal, les spermatozoïdes commencent la première partie de leur voyage vers l'ovule, empaquetés dans le sperme qui s'est coagulé. Mais en quelques minutes, le sperme se décoagule et libère les spermatozoïdes, à condition qu'il n'y ait pas une anomalie de la décoagulation, auquel cas le voyage serait terminé. Ils surnagent au-dessus d'un paysage de collines, mais première agression, le milieu vaginal est fortement acide et délétère pour les spermatozoïdes, dont il diminue la mobilité. Et le liquide séminal qui se dépose au fond du vagin n'est pas non plus un milieu idéal pour eux. Tous les spermatozoïdes sans tenus et la plupart des anormaux n'auront pas la force de fuir ce milieu inhospitalier. Éliminés. Et des bizarres, des mal fichus, j'en ai vu autour de moi. Un biflagellé, abondance de bien, lui, parfois. En voilà un qui a 2 têtes, ce qui est un grave inconvénient. Celui-là n'est pas à la fête, bien qu'il danse, tout en périssant. Quant à celui-ci, ridicule, il n'avance ni ne recule. Un inachevé, il n'a pas éliminé suffisamment de matière cellulaire, de cytoplasme. Un malheureux microcéphale. Bref, il paraît que des anormaux parmi nous, il y en a au moins un quart. En revanche, moi je suis bien constitué et je nage vite et bien. Mais pendant mon bref séjour dans ce lac hostile, j'en ai vu des spectacles affligeants. J'ai vu des grappes de mes semblables qui s'agrégeaient et qui s'immobilisaient. D'autres qui dérivaient, inertes. Étaient-ils morts? Étaient-ils vivants? Les humains, eux, veulent savoir, comprendre. Par exemple, ils utilisent des techniques pour différencier les morts des vivants et les compter. Ici, les vivants sont blancs, les morts sont rouges. Ils observent au ralenti le mouvement si important des flagelles. Ils interviennent sur le destin des spermatozoïdes. Dans le vagin, par exemple, les spermatozoïdes ont intérêt à ne pas rencontrer un ennemi implacable inventé par l'homme, le spermicide. Impossible de fuir, on n'en réchappe pas. Moi, dans mon voyage, profitant de ma bonne forme, je me suis empressé de trouver une issue. L'issue, c'est entrer dans le col de l'utérus.
Pour permettre l'entrée des spermatozoïdes dans ce col, un pont-levis s'est abaissé sous forme d'une coulée de mucus cervical qui descend dans le lac spermatique. Et les spermatozoïdes, au contact de ce mucus sécrété par le col, vont s'y précipiter car ce nouveau milieu les fait échapper à l'acidité vaginale. Le col est un long tunnel que les spermatozoïdes vont parcourir avant de pénétrer dans l'utérus. Ici, le milieu était tout à fait agréable, hospitalier, câlin. Alcalin. J'ai trouvé un regain de mobilité. Avec encore quelques millions de mes semblables, j'étais prêt à foncer. Mais pourtant, il y avait des efforts à faire. Des efforts d'abord pour remonter le courant, et puis parce qu'il y a dans le mucus cervical une trame, sorte d'armature interne de la sécrétion, qui n'est pas visible, mais que les spermatozoïdes, eux, sentent, touchent. Dans les jours autour de l'ovulation, c'est la microscopie électronique à balayage qui le montre, les mailles de cette trame sont lâches, et les spermatozoïdes, bien mobiles, peuvent passer au travers. Mais pour les fatigués, les rares anormaux qui subsistent encore, c'est le terme de leur épreuve. En dehors de cette période d'ovulation, tous les spermatozoïdes sont arrêtés. Tout simplement parce que les mailles se sont resserrées en un filet qui les emprisonne complètement. Et c'est une trame aussi serrée qui bloque les spermatozoïdes lorsque la femme prend la pilule. Je suis donc passé à la bonne période. Nous étions encore assez nombreux à avancer dans un même axe, comme sur un boulevard. Certains allaient dans la mauvaise direction, quelques-uns semblaient déboussolés. Je savais que je devais continuer sans mollir. Je savais aussi qu'il y avait des pirates. Cela s'appelle la phagocytose. Certains spermatozoïdes sont véritablement digérés par des globules blancs. Pour éviter ces dangereux gloutons, j'ai longé la côte, où le courant est moins fort, et je suis allé vers une petite crypte. Dans les cryptes, certains spermatozoïdes se reposent, économisant leur énergie, puis ils repartent. Et ainsi, ce sont des vagues successives de spermatozoïdes qui montent vers le lieu de fécondation, prolongeant pendant 2 ou 3 jours les chances de rencontre avec l'ovule. Encore faut-il être dans la bonne vague. Je suis sorti de ma crypte, j'ai repris ma route, à nouveau des efforts, de l'énergie à dépenser. J'apercevais autour de moi des malheureux épuisés, d'autres immobiles. Ils n'iraient pas plus loin. Très vite, je me suis trouvé devant une caverne immense. L'utérus. L'utérus où progressent les quelques millions de spermatozoïdes qui sont encore dans la course. Le flot dans lequel ils baignent longe un paysage de collines, de ravins, un tissu de cellules sécrétrices qui régénèrent et alimentent les liquides et de cellules ciliées qui favorisent le courant. Tant mieux pour eux si dans l'utérus ils ne rencontrent pas un stérilet. Celui-ci n'empêche pas directement les spermatozoïdes de passer, mais son cuivre qui se dissout dans les liquides leur est toxique. Mais arriver dans l'utérus, c'est déjà une grande aubaine. Quelquefois on interrompt leur voyage dès le départ, mais pour de bonnes causes, bien entendu. Certains hommes s'immunisent, se vaccinent en quelque sorte, contre leurs propres spermatozoïdes. Leur sperme contient des anticorps qui provoquent l'agglutination des spermatozoïdes entre eux. Un moyen très moderne permet de reconnaître ces spermes. On les met en présence de billes, des immunobilles. Si les spermatozoïdes les accrochent, c'est que le sperme contient des anticorps. S'il n'en contient pas, les spermatozoïdes n'accrochent aucune bille. Quelquefois, on n'hésite pas à détourner, à stocker les spermatozoïdes en les congelant. À 10 degrés, leurs mouvements sont déjà bien ralentis. À 0 degré, ils sont pris dans les glaces. La température descend jusqu'à moins 190 degrés. Et c'est à cette température qu'ils sont conservés. Puis plus tard, dans un mois, dans un an ou plus, à un moment considéré comme favorable, on les décongèle. « 17 degrés, 18 degrés, 19 degrés, 20 degrés.
D'autres fois, court-circuitant tout le voyage naturel des spermatozoïdes, on réalise une fécondation in vitro, c'est-à-dire hors de l'organisme féminin. Mais revenons à nos moutons, au peloton de tête. Il est maintenant au carrefour des deux trompes. Un groupe se précipitera vers la trompe où il n'y a pas d'ovule, un autre dans celle où il y en a un, le hasard. Moi, j'ai eu de la chance. Avec mon groupe, je suis devant un orifice qui nous séduit irrésistiblement. Et nous y entrons. Je me sens maintenant beaucoup plus seul. Un grand nombre de mes compagnons, à bout de force, ne sont pas arrivés jusqu'ici. Ils ne sont plus que quelques milliers et avancent dans un monde plus rétréci, un vrai tunnel. Encore des tapis de cellules ciliées et de cellules sécrétrices. Autour de nous, les cellules ciliées battent, battent. Ces battements entraînent des frottements. Ma tête achève de se décaper. De se débarrasser de cette gangue qui, déposée au début de son voyage, l'empêchait d'être fécondant. Je suis maintenant en possession de tous mes moyens. Et tout à coup, devant eux, dans une sorte d'anfractuosité, une boule énorme. L'ovule. L'ovule, entouré d'une masse de cellules telle une barrière. Et je sens que c'est la ruée finale. Tous ensemble, les quelques centaines qui restons, nous nous mettons à attaquer cette barrière. Cette union est indispensable, car il faut mettre en commun ces outils qui doivent disloquer la barrière. Ces substances émises par les spermatozoïdes dissolvent le ciment qui relie les cellules et provoquent leur dissociation. Maintenant, chacun pour soi. Il faut que j'arrive le premier, que je passe l'ultime obstacle qui me sépare de l'ovule. La membrane pellucide qu'il va falloir traverser. Et je taraude, je vrille, j'insiste. Il faut que j'entre. Et l'élu entre. Il traverse la pellucide. L'ovule se rétracte. Sa matière cellulaire incorpore littéralement le spermatozoïde. Le noyau de l'ovule se réveille pour les noces et l'ovule devient fécondable. Tous les autres spermatozoïdes poursuivent leur attaque inutile. Inutile car dès que l'un d'eux est entré dans l'ovule se produit une réaction de sa membrane. Plus aucun spermatozoïde ne peut le pénétrer. Ils sont arrivés jusque-là pour rien. Mes 23 chromosomes s'associent aux 23 chromosomes de l'ovule. Mon voyage s'achève par une métamorphose. Message transmis. Message reçu.